C'était en janvier et je louais un chalet d'hiver situé près d'un lac de pêche sur glace. C'était un petit chalet rudimentaire, équipé uniquement des éléments essentiels, conçu pour des gens comme moi qui aiment venir au lac pour pêcher, surtout en hiver. Habituellement, j'invitais un ami à m'accompagner, mais parfois j'y allais seul, et je n'avais jamais eu de problème. J'avais prévu d'y passer 3 jours sans autre objectif que de m'installer au bord du lac et de pêcher. Le premier jour, à mon arrivée, j'ai installé mes affaires dans le chalet et pris mes aises. J'ai fait un café chaud et me suis détendu près du feu de cheminée pendant la plus grande partie de l'après-midi. Le chalet ne comportait qu'une seule pièce, donc le lit, la cheminée et tout le reste étaient dans le même espace. De toute façon, je me suis endormi tôt et me suis réveillé à 7 heures du matin pour aller au lac. C'était à environ 10 minutes à pied du chalet, en empruntant un petit sentier boisé entièrement recouvert de neige. Une fois arrivé au lac, j'ai trouvé un bon endroit, installé mes affaires, percé la glace et commencé à pêcher. Pour moi, c'est une activité très apaisante, même si je sais que beaucoup trouvent cela ennuyeux. Je suis resté sur le lac pendant plusieurs heures, probablement 3 ou 4, puis j'ai rangé mes affaires, car la neige commençait à tomber plus fort et le vent se levait. En quittant le lac pour revenir sur le sentier, j'ai immédiatement remarqué une série d'empreintes dans la neige longeant les miennes. Elles allaient jusqu'au bord du lac où j'étais, puis faisaient demi-tour pour revenir vers le chalet. Me sentant un peu mal à l'aise à l'idée que quelqu'un ait pu être là derrière moi, peut-être à m'observer, j'ai décidé de suivre les traces pour voir où elles menaient. Elles suivaient en grande partie le sentier qui ramenait au chalet, mais au lieu de se diriger vers le chalet, elles bifurquaient dans les bois. Autant que je pouvais voir, elles continuaient tout droit à travers les arbres. Encore plus confus et légèrement nerveux, je suis rentré dans le chalet et je me suis réchauffé près de la cheminée. À ma connaissance, il n'y avait rien ni personne à des kilomètres à la ronde, ce qui rendait la présence de quelqu'un ici, en plein hiver, encore plus étrange. J'ai préparé à manger et je suis resté dans le chalet pour le reste de la soirée, maintenant le feu allumé et lisant la plupart du temps. Mais environ 1 heure après le coucher du soleil, j'ai entendu du bruit à l'extérieur, un léger craquement dans la neige, mais bien reconnaissable comme étant des pas. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai instantanément vu une silhouette près des arbres, marchant en direction du sentier. Cette personne portait des vêtements épais qui couvraient entièrement son corps, rendant impossible de discerner ses traits. Une fois arrivé au sentier, la personne a tourné et a commencé à venir droit vers le chalet. J'ai baissé la tête et écouté les pas qui se rapprochaient, de plus en plus près, jusqu'à ce qu'ils soient juste contre le mur. Les pas se sont déplacés sur le côté, juste sous la fenêtre où je me cachais. Leur ombre bougeait, comme si cette personne essayait de regarder à l'intérieur. Puis, tout à coup, ils se sont arrêtés. J'ai levé doucement la tête et j'ai vu leurs yeux fixés sur moi. J'ai sursauté, reculant de quelques pas, tandis que la personne essayait rapidement d'ouvrir la fenêtre. J'ai couru attraper un couteau posé à proximité, mais après quelques autres tentatives infructueuses d'ouvrir la fenêtre, la personne a pris la fuite. Je l'ai regardée disparaître dans les bois enneigés, prenant la même direction d'où elle était venue. Après cela, j'ai rapidement fait mes bagages et suis parti vers ma voiture, quittant les lieux seulement quelques minutes plus tard. Je ne sais pas qui c'était ni ce qu'il voulait, mais ils savaient que je séjournais là, m'ayant vu au lac, et sont volontairement revenus en pleine nuit pour tenter de s'introduire par la fenêtre. Ils avaient donc certainement de mauvaises intentions. Heureusement, je m'en suis sorti indemne, mais j'ai le sentiment que cette nuit aurait pu être ma dernière. Je mange souvent trop pendant les week-ends et parfois lors des jours sans école. Cela s'est produit quelques semaines avant les vacances de Noël de notre école. C'était un vendredi soir et je n'avais aucun plan, alors j'ai pensé, pourquoi ne pas gagner quelques sous au lieu de m'ennuyer à traîner à la maison toute la journée? J'ai commencé à conduire et j'ai ouvert l'application pour commencer à recevoir des commandes. Il ne neigeait pas, mais il faisait vraiment froid et venteux, et il y avait encore une fine couche de neige sur les routes laissées par la journée précédente. Je pense qu'il était 6 heures du soir lorsque j'ai commencé, et j'ai effectué quelques commandes avant de recevoir une demande pour aller chercher quelque chose dans un Burger King à proximité. Une fois que j'ai récupéré la nourriture,
J'ai vérifié sur l'application où je devais livrer. Au début, il était clair que ce n'était pas une adresse résidentielle, mais lorsque j'ai zoomé, j'étais un peu plus confus de voir que c'était à l'angle de 2 rues, semblant être une station-service. Bien que je trouvasse cela inhabituel, j'ai cliqué sur « Débuter l'itinéraire » et j'ai commencé à conduire. Je ne pensais pas que c'était quelque chose de mauvais. Je pensais juste que ça allait être une interaction maladroite, puisque je devrais probablement trouver la personne dans le parking et lui donner la commande directement. D'habitude, je ne vois jamais les clients et je fais juste un dépôt rapide. À mesure que je m'approchais et que je roulais vers l'intersection, je vis que c'était bien une station-service à l'endroit où les indications me conduisaient. La station-service semblait normale, mais il n'y avait aucune voiture dans le parking. Je suis entré et me suis garé dans l'un des emplacements à l'arrière, puis je suis resté dans ma voiture, essayant de regarder autour de moi à la recherche de quelqu'un. L'application aurait dû les informer que j'étais arrivé, alors je m'attendais à ce que quelqu'un soit là en m'attendant, mais même après quelques minutes, personne n'était là. J'ai envoyé un message via l'application pour leur faire savoir que j'étais dans le parking et que j'attendais. Ensuite, je suis sorti de ma voiture pour voir si je pouvais mieux observer les alentours. L'ensemble de l'intersection était vide, aucune voiture ne passait, et tous les magasins de l'autre côté de la rue semblaient fermés pour la nuit. Plus je restais là, plus je me sentais mal à l'aise. J'ai vérifié mon téléphone, ne voyant toujours aucune réponse de la part du client. J'étais sur le point de retourner dans ma voiture lorsqu'un camion est entré dans la station-service. Il a passé les pompes et s'est garé juste à quelques emplacements de moi. C'était un vieux pick-up rouge foncé avec des vitres teintées. La première pensée qui m'est venue à l'esprit a été « Pourquoi auraient-ils commandé pour livraison s'ils allaient simplement venir ici ?» J'avais pensé qu'il pourrait être un employé de la station-service ou qu'il traînait ici pour une raison quelconque, mais maintenant cela semblait beaucoup plus suspect qu'auparavant. La porte du conducteur s'est ouverte et un homme est sorti du camion. À première vue, il avait une apparence très négligée, comme quelque chose que vous vous attendez à voir chez quelqu'un qui vit dans la rue. Même ses vêtements semblaient sales, tachés et déchirés. En sortant, j'ai levé le sac avec un léger sourire, mais l'homme ne l'a même pas regardé. Il gardait ses yeux rivés sur moi alors qu'il s'approchait, et quelque chose m'a frappé, me donnant l'envie de partir immédiatement. J'ai posé le sac sur le sol, et presque immédiatement, l'homme a commencé à marcher plus vite, comme s'il savait que j'allais partir. Je suis retourné à ma voiture, et j'ai commencé à reculer juste au moment où l'homme arrivait à ma porte. Mais il a alors couru directement vers son camion, laissant la nourriture sur le sol. En quittant la station-service, je l'ai vu faire marche arrière rapidement et commencer à accélérer vers la sortie que je prenais. J'ai mis le pied au plancher, brûlant un feu rouge et filant sur la route jusqu'à ce que j'arrive à un endroit où il y avait plus de voitures. Le camion a essayé de me suivre pendant 1 minute, mais a ensuite tourné au moment où j'étais en sécurité. J'ai appelé la police, mais en réalité, il n'y a pas eu beaucoup de suite. Dans le feu de l'action, je n'ai même pas pensé à vérifier le numéro de la plaque d'immatriculation de l'homme, mais en y repensant, je ne suis pas sûr qu'il en ait même eu une. Je ne sais pas ce qu'il faisait, ni ce qui se serait passé si je n'étais pas parti quand je l'ai fait, mais savoir que j'étais si proche de le découvrir est toujours terrifiant. Je suis policier dans mon département depuis presque 10 ans. J'ai vu des choses folles et dérangeantes, des moments qui m'ont parfois fait remettre en question mon choix de carrière. Mais ce qui s'est passé cette nuit-là reste gravé dans ma mémoire. C'est souvent cet événement auquel je pense le plus. On approchait de la fin de l'hiver, mais dans ma région, il fait froid, jusqu'à la mi-printemps. Ce soir-là, j'étais assigné à patrouiller sur l'autoroute principale pour une grande partie de mon service. En général, lors d'une nuit typique, j'arrête 2 ou 3 voitures pour excès de vitesse, mais il n'y a pas grand-chose d'autre. Parfois, une demande de renfort peut arriver, mais la plupart du temps, les patrouilles sont ennuyeuses et sans incident. Je roulais le long de l'autoroute, suivant ma boucle habituelle, jusqu'à environ 2 heures du matin, quand je suis passé devant une voiture sur le bas-côté, que je n'avais pas vue auparavant. Ses lumières étaient éteintes, et elle était bien éloignée de la route sur l'accotement, donc je ne l'ai remarquée qu'au dernier moment en la dépassant. Je suis sorti à la prochaine sortie et ai fait tout un détour.
prenant environ 15 minutes avant de revenir à l'endroit où j'avais vu la voiture. Je pensais que c'était probablement juste un véhicule abandonné ou en panne, que je n'avais pas remarqué plus tôt, donc je ne me suis pas pressé. Je me suis garé derrière, à environ 5 mètres, en laissant mes phares allumés. J'ai signalé à la radio que j'allais inspecter un véhicule présumé vide sur l'autoroute en direction sud, puis je suis sorti avec ma lampe torche pour m'approcher. Ma première impression fut l'état de la voiture. Elle avait l'air très ancienne, probablement des années 90, avec de la rouille, des bosses et des rayures un peu partout. J'ai regardé par la fenêtre côté conducteur avec ma lampe torche, mais il n'y avait personne à l'intérieur. Cependant, en balayant l'intérieur avec la lumière, j'ai remarqué quelque chose d'inquiétant. Il y avait un tas de vêtements sur le siège arrière, semblant appartenir à une jeune femme. Mais la façon dont ils étaient éparpillés me paraissait anormale. Je me suis déplacé de l'autre côté du véhicule, mais un bruit léger derrière moi a soudainement attiré mon attention. J'ai tourné rapidement et pointé ma lampe torche vers les bois qui entouraient l'autoroute, et immédiatement, le bruit s'est arrêté. Mais j'avais entendu assez pour reconnaître des pas. Quelqu'un marchait là-bas, peut-être m'observait-il. J'ai crié, demandant à cette personne de se montrer, les mains en l'air. Il y a eu un silence, alors j'ai crié de nouveau, mais personne n'a répondu. Mon cœur battait fort dans ma poitrine. J'ai signalé la situation et demandé des renforts. Je suis resté là, fixant les bois, honnêtement inquiet pour ma sécurité. Si quelque chose de grave s'était produit ici, il serait logique que la personne là-bas essaie de m'empêcher de découvrir quoi que ce soit. J'ai sorti mon arme de service, avançant derrière la voiture tout en surveillant la lisière des arbres, mais en restant suffisamment couvert. Les 5 minutes suivantes furent terriblement stressantes, mais un autre agent est enfin arrivé sur les lieux. Presque immédiatement, nous avons entendu des pas précipités s'éloignant plus profondément dans les bois. Nous avons immédiatement fouillé le véhicule, et il était clair qu'il se passait quelque chose de grave. Cependant, fouiller les bois en pleine nuit, alors qu'une personne potentiellement dangereuse s'y trouvait, n'était pas une option sûre. Outre des indices de violence, nous avons trouvé un emballage vide de munitions, ce qui signifiait probablement que la personne avait une arme à feu sur elle. Savoir que quelqu'un m'observait tout ce temps, peut-être même me tenant en joue avec une arme, est l'une des sensations les plus troublantes auxquelles je puisse penser. Le lendemain, nous avons pu obtenir plus d'informations et mener une enquête plus approfondie. Cependant, la voiture était impossible à tracer, et bien que des empreintes de chaussures aient été retrouvées dans les bois, elles se sont estompées rapidement, sans donner de direction claire. Ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là reste une affaire non résolue, sans aucune piste concernant les suspects ou les victimes, et cela me hante encore aujourd'hui. Il y a 2 ans, j'ai passé Noël avec mon colocataire. Nous étions tous les deux à l'université et partagions le loyer d'une petite maison dans la banlieue, à l'extérieur du campus. Apparemment, nos familles respectives n'étaient pas particulièrement portées sur Noël, et comme nous étions aussi un peu fauchés, nous avons décidé de rester à la maison pendant les vacances d'hiver. Nous avions quand même fait un peu de décoration et acheté des petits cadeaux bon marché l'un pour l'autre pour célébrer Noël à notre manière. À part ça, nous avions surtout prévu de regarder des films et peut-être d'aller à une soirée le soir de Noël. Le jour de Noël, nous avons ouvert nos cadeaux et traîné un peu. Vers 5 heures, mon colocataire a voulu aller à une soirée près du campus. J'avais prévu d'y aller aussi, mais pour une raison quelconque, j'étais fatigué et je n'avais pas vraiment envie de sortir. Je l'ai encouragé à y aller s'il en avait envie, et il a accepté, partant vers 6 heures. Je suis resté à la maison, grignotant des cochonneries tout en regardant la télé, me relaxant. Puis, vers 8 heures, je me suis senti agité, avec envie de faire quelque chose. N'ayant aucun endroit ouvert, j'ai attrapé ma veste et décidé de sortir pour faire une petite promenade, histoire de regarder les maisons avec des décorations de Noël. Il faisait froid dehors, mais ce n'était pas glacial. J'ai marché dans le quartier, puis à travers l'un des parcs voisins. Pendant que je traversais un sentier boisé, je suis passé devant un homme assis sur un banc. Cette partie du parc était assez isolée, sans maison à proximité, et l'homme était assis là seul.
C'était un peu triste à voir, mais quand je suis passé près de lui, il m'a lancé un regard froid. C'était très étrange et cela a éveillé ma curiosité. Pourquoi était-il là, seul, dans le froid? Je me suis mis à marcher plus vite, atteignant la fin du sentier avant de faire demi-tour pour rentrer chez moi. Tout le reste du chemin, je n'arrêtais pas de penser à cet homme et à ce qu'il pouvait bien faire là. Quelque chose dans son regard me donnait un mauvais pressentiment. Une fois arrivé à la maison, j'ai ouvert la porte d'entrée, l'ai refermée derrière moi et enlevé mes chaussures. Mais avant même que je n'ai pu avancer, j'ai entendu un bruit sourd juste derrière la porte. Cela m'a surpris car cela s'était produit juste après que je sois entré. J'ai penché la tête pour regarder à travers le judas et j'ai vu l'homme du parc debout sur mon porche, fixant la porte. Son visage était complètement inexpressif, ni sourire, ni froncement de sourcils, juste vide. J'ai entrouvert la porte et demandé « Est-ce que ça va ?» L'homme m'a regardé avec ses yeux sans émotion et n'a pas dit un mot. Je lui ai de nouveau demandé s'il allait bien ou s'il avait besoin de quelque chose, mais il n'a toujours rien répondu. Gêné par la situation, j'ai refermé la porte et regardé à nouveau par le judas. L'homme est resté là pendant au moins 1 minute entière, puis s'est déplacé sur le côté, hors de ma vue. J'ai remarqué que les rideaux de la fenêtre étaient ouverts, lui offrant une vue sur l'intérieur de la maison. Je n'avais pas envie qu'il me voie, alors j'ai eu peur de m'approcher des rideaux pour les fermer. Tout ce qu'il pouvait probablement voir, c'était le sapin de Noël et le canapé, mais c'était tout de même très inquiétant de savoir qu'il regardait dans ma maison. Alors que je restais figé, réfléchissant à ce que je devais faire, j'ai entendu un bruit sourd venant de l'extérieur près de la fenêtre. J'ai reculé rapidement et j'ai vu l'homme frapper la vitre avec une grosse pierre. Ses yeux étaient toujours vides, ce qui rendait la scène encore plus terrifiante. J'ai couru et me suis enfermé dans une pièce, puis j'ai composé le numéro de la police, le 911. Pendant que j'entendais l'homme continuer à frapper la fenêtre à plusieurs reprises, il s'est soudain arrêté, puis cela a repris, mais cette fois, cela semblait venir de la porte d'entrée. Cela a duré ce qui m'a semblé être plusieurs minutes avant que le bruit ne cesse enfin. Quand la police est arrivée, l'homme avait disparu. Cependant, la fenêtre était pleine de fissures et la porte avait des morceaux de bois arrachés, éparpillés sur le sol. Les policiers ont supposé qu'il s'agissait probablement d'une personne ivre, d'après les informations que je leur avais données, et qu'ils n'avaient pas de raison particulière de me cibler. Quoi qu'il en soit, son comportement était complètement fou. Si l'homme avait réussi à entrer, il est impossible de savoir ce qu'il aurait pu faire. En 2008, je cherchais à acheter un nouveau camion. J'ai visité plusieurs concessionnaires, mais seulement quelques-uns des véhicules que j'ai vus ont retenu mon attention. Je n'étais pas pressé de me procurer un nouveau véhicule. Je voulais simplement être sûr d'être satisfait de mon choix. C'était ce qui comptait le plus pour moi. J'ai trouvé un Ford F-150 de 2005 sur le Bon Coin à un prix raisonnable. Il avait peu de kilomètres au compteur, mais il fallait changer les pneus, ce qui était un inconvénient, mais j'étais tout de même intéressé. Je pensais pouvoir négocier le prix à cause de ce problème. Le vendeur m'a donné l'adresse supposée où il se trouvait avec le camion, et quand je suis arrivé, j'ai rencontré un homme d'un certain âge, probablement dans la cinquantaine ou la soixantaine. Il semblait être un homme ordinaire, plutôt sympathique. Il n'était pas très bavard et allait droit au but. Je lui ai demandé une petite réduction sur le prix à cause des pneus, et même s'il semblait hésitant au départ, nous avons trouvé un accord. Ma fiancée m'avait accompagné pour voir le camion, au cas où je l'achèterais, afin qu'elle puisse ramener l'autre véhicule à la maison pendant que je conduirais le nouveau camion. C'est effectivement ce qui s'est passé. Après un court essai, j'ai décidé que je le voulais. Je lui ai donné l'argent, et nous sommes partis, ravis de la bonne affaire. Nous sommes rentrés chez nous et la journée s'est poursuivie normalement. Cependant, plus tard dans la soirée, alors que je sortais pour fumer une cigarette, j'ai aperçu une ombre, ressemblant à celle d'un homme debout dans mon allée. Nous vivons à la campagne, et mon allée est assez longue. Il faisait très sombre, et je ne pouvais distinguer qu'une silhouette noire. Je n'étais même pas certain si c'était un homme ou une femme, mais vu la carrure, j'ai supposé que c'était un homme. J'ai crié pour lui demander qui il était,
mais il n'a pas répondu. Je l'ai alors menacé d'appeler la police s'il ne partait pas, et à ce moment-là, il a commencé à marcher dans ma direction. Je me suis précipité à l'intérieur et ai dit à ma femme d'appeler la police, leur expliquant qu'un inconnu se trouvait dans notre allée. J'ai couru dans notre chambre, saisi mon fusil, puis je suis ressorti pour essayer de l'effrayer. Mais il avait déjà disparu. Je pensais l'avoir fait fuir, et j'ai même ri en imaginant qu'il avait pris peur, mais je me trompais complètement. Presque aussitôt, j'ai entendu ma femme crier à l'intérieur de la maison. J'ai couru aussi vite que possible vers elle, et je l'ai trouvée au sol, avec cet homme qui la maintenait. Je me suis précipité vers eux et ai frappé l'homme avec la crosse de mon fusil, l'assommant sur le cou. Apparemment, nous avions laissé la porte du garage ouverte, et c'est ainsi qu'il était entré chez nous. Je lui ai attaché les poignets avec un collier de serrage et les ai mis dans son dos, au cas où il se réveillerait et tenterait de s'enfuir. Nous avons attendu l'arrivée de la police, et à un moment donné, j'ai même vérifié son pouls pour voir s'il était encore vivant. Son cœur battait encore, et j'étais quelque part soulagé de ne pas l'avoir tué. Les policiers sont arrivés et l'ont arrêté, mais seulement après l'avoir emmené à l'hôpital. Ma femme et moi avons ensuite été interrogés par la police, et depuis cet incident, je suis devenu extrêmement paranoïaque et constamment sur le qui-vive. Je pense sincèrement que cet événement m'a laissé un syndrome de stress post-traumatique, SSPT. J'ai découvert plus tard qu'il avait caché un traceur GPS sous notre camion avant de nous le vendre, et c'est ainsi qu'il nous avait retrouvés. Je n'ai toujours aucune idée de ses motivations. Ma femme et moi y repensons parfois, mais nous n'avons aucune explication sur ce qu'il nous voulait ou pourquoi il a agi de la sorte. La police n'a jamais obtenu de réponse satisfaisante de sa part. Il est évident qu'il avait un problème mental, mais tout de même, qu'est-ce qui pousse un homme à devenir violent sans raison ? Honnêtement, il a eu de la chance de sortir vivant de chez moi après avoir attaqué ma femme comme ça. Il y a environ 10 ans, quelques amis et moi avons organisé une courte excursion de camping et de pêche sur un lac assez isolé, à quelques heures de notre petite ville. Nous étions prêts à partir, tout était emballé. Le trajet s'est déroulé tranquillement jusqu'à ce que nous nous rapprochions de notre destination. Plus nous approchions, plus l'excitation montait. Je crois que certains d'entre nous ressentaient même une montée d'adrénaline. Quand nous sommes arrivés, nous avons installé le camp sans complications. Nous n'avions que 2 tentes pour nous 4, chacune avec nos sacs à dos contenant ce dont nous avions besoin pour le week-end. Après nous être installés, nous avons pris notre matériel de pêche, une bonne quantité de bière, et nous sommes dirigés vers le lac pour tenter notre chance à la pêche. Il devait être environ 3 heures de l'après-midi. Nous nous amusions bien, et certains d'entre nous étaient peut-être un peu plus éméchés qu'ils ne devraient l'être, mais c'était tout le charme du moment. Juste des gars profitant du plein air. Après plusieurs heures, nous étions prêts à en finir avec la pêche pour la journée. Il était environ 8 heures, et le crépuscule approchait, donc nous avons commencé à retourner vers le camp. Nous étions encore assez loin du camp et ne réalisions pas à quel point nous avions marché loin. Nous savions que nous étions éloignés, mais nous avions perdu la notion exacte de la distance. Pas de souci, le coucher de soleil était magnifique, et nous étions sur le point d'arriver au camp juste à temps pour la tombée de la nuit. Quand Jimmy et Tom sont sortis de leur bateau, nous avons remarqué des lumières clignotantes au loin, à travers les bois, juste au-delà du camp. Elles ont disparu après quelques secondes. Nous avons pensé qu'il s'agissait simplement de personnes de passage, et l'événement a rapidement quitté nos pensées. « Oh bordel, les gars, regardez !» a dit Tom. Nous avons tous regardé dans la direction qu'il montrait, et là, à moins de 15 mètres de John et Timmy, se tenait un ours. « Restez calmes, les gars, et il nous laissera tranquilles, ai-je conseillé. Nous sommes tous retournés au camp à pas lents pour éviter de provoquer l'ours et qu'il nous prenne pour des proies. Heureusement, nous avons tous regagné le camp sains et saufs. À peine avions-nous cru que tous nos soucis étaient derrière nous qu'un bruit de voiture s'est fait entendre au loin. La voiture se rapprochait et nous avons commencé à voir les phares. Quelques instants plus tard, une voiture s'est arrêtée près de notre camp. C'était un SUV tout noir, ce qui a immédiatement fait naître une appréhension en moi. J'avais entendu des histoires d'horreur sur des gens attaqués dans les bois sans raison apparente et malheureusement, c'est à cela que j'ai pensé.
Mon instinct de survie s'est activé et j'ai ressenti un léger sentiment de panique lorsque deux hommes sont sortis du véhicule. Ils faisaient tous deux plus d'1,80 m et étaient costauds. Ils se sont présentés comme des shérifs et nous ont demandé ce que nous faisions ici. Tom a répondu que nous étions en train de camper. C'est alors que j'ai éclaté et leur ai demandé de nous laisser tranquilles. Quelque chose dans leur comportement me semblait louche. Nous pouvions à peine les voir dans l'obscurité, car ils nous éblouissaient avec leurs lampes torches stupides. Ils nous ont dit qu'ils nous avaient vus pêcher et ont exigé de voir nos permis de pêche. Nous les avions tous, donc ce n'était pas vraiment un problème. Cependant, je ne voulais pas leur donner le mien. Je commençais à me demander s'ils étaient réellement des policiers. Nous n'avions rien fait qui puisse éveiller leurs soupçons. Alors j'ai exprimé à haute voix que je connaissais mes droits en tant que citoyen. L'un d'eux m'a demandé de lui donner ma carte d'identité, menaçant de m'arrêter si je ne coopérais pas. Mais je ne me laissais pas intimider. Mon père est policier, et je savais que ce n'était pas normal que des policiers abusent de leur pouvoir de cette manière. Mon père m'a toujours dit quoi faire dans une telle situation. Je leur ai dit que mon père était chef de la police du comté, et je leur ai demandé dans quel comté il travaillait. Évidemment, ils n'ont pas répondu à ma question. Oui, j'ai un peu menti car mon père n'était pas chef de police dans ce comté-là, mais dans le comté voisin. Cependant, je voulais faire croire que notre groupe était bien protégé. Après leur avoir dit cela, nous avons pu constater qu'ils commençaient à être mal à l'aise. Ils ont alors tenté de minimiser la situation et se sont excusés de nous avoir dérangés. Puis ils sont repartis vers leur voiture. En s'éloignant, nous avons remarqué qu'ils ne portaient pas d'uniforme de police traditionnel, mais des chemises à carreaux et des joggings. Nous aurions peut-être dû les poursuivre ou appeler la police, mais nous ne l'avons jamais fait. Nous étions tous convaincus que ces types n'étaient pas de vrais policiers. Quand je suis rentré chez moi, j'ai raconté l'histoire à mon père, mais il n'a jamais alerté son poste, car nous n'avions pas assez de détails à leur donner sur ces hommes. Je ne peux pas m'empêcher de me demander quelles étaient leurs intentions, et s'ils étaient de vrais policiers ou non. S'ils ne l'étaient pas, allaient-ils essayer de nous désarmer et de nous attaquer pour nous voler? S'ils étaient de vrais policiers, étaient-ils simplement en train de faire un abus de pouvoir? Qui sait, mais je suis soulagé que cette situation n'ait pas pris une tournure plus tragique. Je fais des livraisons pour le Papa John's de ma ville. Je suis à l'université, donc c'est l'un des quelques petits boulots que j'ai pu choisir. Quelques-uns de mes amis travaillent aussi ici, mais nous sommes tous livreurs. Donc même quand nous avons les mêmes horaires, on ne se croise presque jamais. Ça s'est passé en décembre dernier, alors que je prenais des heures supplémentaires avant Noël. Ce soir-là, il neigeait pas mal, ce qui rallongeait les livraisons et augmentait le nombre de commandes. Je ne stressais jamais trop pour le travail, mais devoir enchaîner les courses pendant des heures n'était clairement pas des plus agréables. À 9h30, j'ai récupéré ma prochaine série de commandes et je suis monté dans ma voiture pour activer le GPS. J'avais 2 livraisons à faire et les maisons étaient à 5 minutes l'une de l'autre, mais elles étaient toutes deux assez loin du restaurant, à environ 15 minutes de route, ce qui ressemblait plus à 25 dans ce temps. La première partie du trajet était normale, mais peu à peu, ça m'emmenait vers une zone moins fréquentée de la ville. Les maisons ici étaient plus vieilles, et la plupart des commerces du coin avaient fermé. Personne ne venait jamais ici à moins d'y habiter, car le quartier était vieux, et plus aux normes actuelles. Après 20 minutes de route, je suis arrivé dans un quartier et j'ai roulé jusqu'à la première maison. La rue était quasiment vide, pas de voitures garées sur les côtés, et la plupart des maisons avaient l'air inoccupées. Quand je suis arrivé à la première adresse, j'ai garé la voiture dans la rue et suis allé à la porte d'entrée. Un vieil homme sympathique m'a ouvert et a payé pour sa pizza. Ensuite, je suis retourné à la voiture et j'ai entré l'adresse de la prochaine livraison. C'était dans le même quartier, mais je me suis rendu compte en conduisant que ça m'emmenait plus profondément dans le quartier, là où il y avait de moins en moins de maisons et plus d'espace entre elles. Quand je suis finalement arrivé à l'adresse, je ne voyais aucune autre maison autour. Il n'y avait que des arbres qui entouraient la zone. J'ai de nouveau garé la voiture dans la rue et je suis allé frapper à la porte. J'ai attendu patiemment sur le porche, mais il faisait froid et mes vêtements étaient trempés à cause de la neige.
ce qui n'aidait pas. Après 1 minute, la porte s'est enfin ouverte. C'était une femme d'âge moyen, qui avait l'air de s'être réveillée à peine quelques instants plus tôt. Ses cheveux étaient en désordre et ses yeux semblaient de fatigués et sans expression. « J'ai votre commande pour 2 pizzas », ai-je dit en lui tendant les boîtes et en lui donnant le montant à payer. Elle a pris les pizzas et les a posées sur une table à côté d'elle, puis m'a demandé de patienter un moment pendant qu'elle allait chercher de l'argent. 1 autre minute s'est écoulée avant qu'elle ne rouvre la porte. Elle commença à compter de l'argent lentement, essayant de tout additionner, mais il y avait clairement quelque chose d'étrange chez elle. C'est difficile de dire exactement quoi, mais tout ce qu'elle faisait semblait simplement bizarre. Puis comme si ce n'était pas assez étrange, elle a commencé à me parler de choses banales, comme comment se passait ma journée et tout ça. J'ai répondu poliment, mais c'était vraiment étrange, comme si elle essayait de gagner du temps. À un moment donné, pendant qu'elle parlait, j'ai regardé en direction de ma voiture pour m'éloigner mentalement de cette situation inconfortable. C'est alors que j'ai remarqué un homme debout juste à côté de ma voiture. Il regardait à l'intérieur et faisait quelque chose à la porte. Quand j'ai reporté mon attention sur la femme, son visage s'était soudainement rempli de colère. J'ai tout compris, mais trop tard. Elle m'a saisi le bras et a commencé à crier à l'homme près de ma voiture. Il s'est retourné et a commencé à courir vers nous, pendant que la femme essayait de m'attirer à l'intérieur de la maison. J'ai réussi à la repousser et à me libérer, puis mes instincts ont pris le dessus et j'ai couru dans les bois. Je pouvais entendre les pas lourds de l'homme dans la neige derrière moi tout le long de la forêt, jusqu'à ce qu'il finisse par s'estomper. Après 2 minutes de sprint, je me suis arrêté pour reprendre mon souffle. Heureusement, la lune éclairait suffisamment la forêt pour que je puisse m'y retrouver et retourner sur l'une des rues du quartier. J'ai appelé la police dès que j'ai eu du réseau, et après 10 minutes à attendre dans le froid, un agent est arrivé. Une autre voiture de patrouille est allée à la maison et a trouvé l'homme en train d'essayer de forcer l'entrée de ma voiture. En gros, le motif était probablement dû au fait que le couple n'avait plus d'argent et en était venu à l'idée de voler mon véhicule. Toute la distraction de la femme était pour permettre à l'homme de me dérober sans que je ne m'en rende compte. Mais comme je les ai surpris, on ne sait pas vraiment ce qu'ils auraient en fait ensuite. Peut-être qu'ils m'auraient laissé partir, mais il est évident que je les aurais dénoncés, donc je ne pense pas que c'était leur intention. Je suis juste reconnaissant d'être parti indemne et d'avoir été leur première victime avant qu'ils n'aient eu l'occasion de refaire ça à quelqu'un d'autre. Pour vous donner un peu de contexte, j'ai 32 ans et je suis une femme. Ce qui m'est arrivé remonte à l'époque où j'avais environ 25 ou 26 ans. À cette époque, je travaillais à temps plein comme chercheuse dans une université, et c'est là que ces rencontres ont eu lieu. Je ne suis pas professeur, et étant donné mon âge à l'époque, il aurait été facile de me prendre pour une étudiante qui traîne sur le campus. Lorsqu'il faisait beau, je préférais passer ma pause déjeuner à me promener autour du campus ou à m'asseoir sous un arbre pour profiter de l'air frais, plutôt que de rester dans un laboratoire confiné. Un jour, alors que j'étais assise sur un banc, un étudiant est passé et m'a demandé s'il pouvait s'asseoir à côté de moi. Je suis quelqu'un d'assez timide et maladroite socialement, donc même si je préférais être seule, j'ai dit oui. Il a engagé une conversation banale à laquelle j'ai répondu, mais avec précaution, en évitant d'en dire trop. Il m'a dit qu'il m'avait déjà vu entrer et sortir du bâtiment de mon département, ce qui m'a légèrement alarmé, étant donné que je ne l'avais jamais vu auparavant. Mais j'ai repoussé cette pensée, me disant qu'il avait peut-être simplement remarqué mes allées et venues. Après tout, il faisait beau ces derniers temps, et j'avais passé la plupart de mes pauses déjeuner dehors. Il m'a demandé si j'étudiais dans ce département, et je lui ai répondu que je n'étais pas étudiante mais que je travaillais ici. Il m'a ensuite dit qu'il était étudiant en ingénierie, puis m'a demandé si on pouvait aller prendre un café ensemble. Je me suis excusé et lui ai dit que j'avais un copain et que je devais décliner. Il est parti après ça, et j'ai supposé que je ne le reverrais probablement plus. 1 ou 2 semaines plus tard, je passais une autre pause déjeuner dehors, assise sur un banc différent cette fois. Soudainement, le même homme est revenu et m'a de nouveau demandé s'il pouvait s'asseoir à côté de moi. Je ne me rappelle plus comment la conversation a commencé cette fois-là,
mais je me sentais de plus en plus mal à l'aise à l'idée de devoir le refuser à nouveau. Et comme je m'y attendais, il m'a encore demandé si on pouvait aller prendre un café. Je me suis excusé et lui ai rappelé que j'avais un copain et que je ne pourrais pas accepter son invitation. Il est reparti après cela. À ce moment-là, j'étais de plus en plus anxieuse, mais je n'étais pas encore vraiment inquiète. Quelques jours plus tard, j'avais terminé ma journée de travail et je quittais le bâtiment pour aller jusqu'à ma voiture. L'université faisait payer une petite fortune pour les places de parking, même pour les employés. Donc j'avais toujours préféré me garer gratuitement dans la rue, à environ 10 minutes à pied du campus. Mon trajet me faisait passer par plusieurs rues résidentielles calmes, avec très peu de voitures ou de piétons, même les jours les plus animés. C'est en arrivant à mi-chemin de ma voiture, dans l'une de ces rues tranquilles, que j'ai remarqué quelqu'un qui marchait de l'autre côté de la rue, à quelques pas derrière moi. Je l'ai remarqué du coin de l'œil, mais je ne voulais pas me retourner pour le fixer. Ce n'était pas inhabituel de croiser quelqu'un, mais je faisais toujours attention à mes environs quand je marchais seul. Je devais bientôt prendre quelques virages, et je me disais que la probabilité qu'il aille dans la même direction que moi était mince. Mais il a continué à faire les mêmes virages que moi, marchant toujours de l'autre côté de la rue, quelques pas derrière moi. Je ne voulais toujours pas le regarder directement. Je ne voulais pas qu'il sache que j'avais remarqué ce qu'il faisait. J'ai accéléré le pas, et lui a accéléré aussi pour me suivre. C'est à ce moment que j'ai paniqué. J'étais maintenant certaine qu'il me suivait. J'ai commencé à courir pour traverser la première rue plus animée. Il a couru pour me suivre, et se trouvait maintenant sur le même trottoir que moi. Je n'étais plus très loin de ma voiture. Il me restait à traverser une dernière rue animée, puis marcher encore une centaine de mètres pour y arriver. Mais c'était cette dernière traversée qui m'inquiétait. Il m'arrivait souvent de devoir attendre 1 minute ou plus avant de pouvoir traverser, et je savais que s'il me rattrapait là, je serais coincé. Comme par chance, lorsque je suis arrivé à cette rue animée, il y avait une ouverture pour traverser. J'ai couru aussi vite que j'ai pu, et une fois de l'autre côté, je me suis enfin retourné pour regarder l'homme qui me poursuivait. C'était lui. Je le soupçonnais, mais maintenant c'était confirmé. C'était cet étudiant en ingénierie qui m'avait déjà demandé de prendre un café. « Arrête de me suivre !» lui ai-je crié en traversant la rue. « Je peux juste te parler ?» « Zrenia ?» a-t-il répondu en criant. Je ne lui ai même pas répondu. La réponse aurait dû être évidente depuis le début, et je n'allais certainement pas donner mon temps à quelqu'un qui venait de me suivre, puis de me courir après sur plus d'1 kilomètre. J'ai continué à marcher rapidement jusqu'à ma voiture, déterminé à partir d'ici le plus vite possible, sans même me soucier s'il voyait quelle voiture était la mienne. Il a fini par abandonner et n'a pas tenté de traverser la rue, à mon grand soulagement. Je suis rentré chez moi, mais une fois arrivé, j'ai craqué. D'autres personnes ont sans doute vécu des choses bien pires, et heureusement, je n'ai pas été blessé physiquement. Mais j'étais terrifié. J'ai commencé à ressentir de l'anxiété à l'idée de marcher de chez moi à l'université et vice-versa. Peu après, une collègue a accepté de faire une bonne partie du chemin avec moi, jusqu'à nos voitures après le travail. J'ai aussi changé d'endroit pour me garer pendant un temps. Quelques semaines sont passées depuis cet incident, et je ne l'ai plus revu sur le campus. J'avais commencé à passer mes pauses déjeuner dans le laboratoire au lieu de rester dehors, mais de temps en temps, je me rendais au centre étudiant pour acheter à manger. Un jour, alors que la cafétéria était bondée, presque au point où on se touchait les épaules, j'attendais dans la file d'un stand de burgers et j'ai entendu quelqu'un essayer d'attirer l'attention à travers la foule. J'ai levé les yeux et c'était encore lui. Il me faisait signe en essayant de se frayer un chemin à travers les gens. Je me suis figé. Malgré ma grande timidité, j'ai immédiatement fait une scène, criant qu'il me laisse tranquille. Son visage s'est décomposé instantanément, et les gens ont commencé à nous fixer. Il a reculé et s'est fondu dans la foule. Mon cœur battait la chamade, et je tremblais. Je ne me souviens même plus si j'ai fini par acheter de la nourriture ce jour-là. Je suis retourné au travail, et à partir de ce moment-là, j'ai redoublé d'attention pour tout ce qui m'entourait. Encore plus que je ne l'avais jamais fait auparavant. Cela fait 5 ou 6 ans depuis ces événements, et je travaille toujours à l'université. Je suis soulagé de pouvoir dire que je ne l'ai jamais revu après cet incident dans la cafétéria, et je n'ai plus eu d'autres rencontres troublantes sur le campus.
Je fais toujours très attention à mes alentours, surtout quand je dois marcher seul de l'université à ma voiture. Je n'ai jamais su son nom, donc je n'ai jamais pu signaler l'incident à la police du campus ou quoi que ce soit. Mais dans l'ensemble, je suis juste heureuse de ne plus jamais l'avoir croisé, et j'espère sincèrement qu'il n'a jamais fait cela à une autre fille avant ou après moi. Pour un petit contexte, j'ai eu un harceleur pendant environ 4 ans. Il n'a jamais été agressif, ni ne m'a envoyé de véritables menaces. Alors, têtu comme je suis, j'ai fait de mon mieux pour l'ignorer et ne pas lui donner la satisfaction de voir que j'avais peur. Honnêtement, après un certain temps, je n'avais même plus vraiment peur, puisqu'il ne s'était presque jamais approché de moi. Je sais que ces situations peuvent être très traumatisantes pour certaines personnes, ce qui est totalement compréhensible. J'imagine que j'ai eu de la chance, car cela ne m'a pas vraiment affecté psychologiquement. Son comportement de harcèlement consistait principalement à m'envoyer des lettres et des cadeaux, comme des photos de mon immeuble prises de l'extérieur, ou des objets qu'il avait récupérés dans ma poubelle, et d'autres choses dans ce genre. J'ai appelé la police plusieurs fois, mais ils n'ont jamais réussi à l'attraper ni à l'identifier, car je n'utilise presque pas les réseaux sociaux, à part Reddit, et il n'y a pas vraiment d'informations personnelles me concernant là-bas. Je ne pensais pas qu'il finirait par tomber sur mes publications. Quelqu'un m'a même demandé une fois s'il savait que je parlais de lui sur Reddit. J'ai répondu que peut-être que oui, peut-être que cela l'énerverait, ou peut-être que cela le stimulerait, je ne savais pas, et je m'en fichais. Eh bien, je connais maintenant la vraie réponse. Il l'a effectivement vu, et il n'a clairement pas aimé ça. Comme je l'ai dit, il n'avait jamais été agressif et ne s'était jamais approché de moi. Le plus proche qu'il ait été, c'est lorsqu'il m'a envoyé une photo de moi en train de déverrouiller la porte de mon appartement. Je me considère comme une personne assez vigilante, alors je me demande s'il n'avait pas installé une caméra quelque part au lieu d'avoir pris la photo lui-même. Je pense que je l'aurais remarqué s'il avait été physiquement présent, mais je n'en suis pas certaine. Je ne sais pas comment il a découvert mon AMA sur Reddit, mais il l'a fait. La semaine suivante a été calme. Aucune lettre et je ne l'ai vu nulle part. Ensuite, il m'a envoyé des lettres avec des questions imprimées de mon post Reddit ainsi que mes réponses. Il a également laissé une longue lettre haineuse à propos de mon copain en se basant sur une question que j'avais postée sur la version allemande de « Suis-je le salaud ?» Aïta. Ces lettres n'avaient jamais été haineuses avant cela. Il n'avait jamais semblé content de mon copain, mais là il exprimait son dégoût pour lui. Il a écrit que je devrais partager la gloire avec lui, car j'avais reçu tant d'attention grâce à lui. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un cadeau, mais cette fois-ci, il ne l'a pas laissé dans ma boîte aux lettres ni à côté de ma voiture comme il le faisait habituellement. Non, cette fois, il l'a laissé dans l'immeuble, juste devant ma porte. Je ne l'ai pas amené à l'intérieur, mais je l'ai ouvert dehors. C'était une boîte assez grande, ce qui était inhabituel, et elle était également scellée avec du ruban adhésif. En écrivant cela, je me rends compte que ce n'était pas une bonne idée de l'ouvrir. Cela aurait pu mal tourner. Heureusement, il ne m'a pas envoyé une bombe ou quelque chose de ce genre. Mais il m'a bien envoyé plusieurs colliers de serrage, un rouleau de ruban adhésif, du genre qu'on utilise pour masquer les murs avant de peindre, une télécommande de télévision avec la plupart des boutons arrachés, un paquet de pansements dont certains semblaient avoir été utilisés, mais la police m'a dit que ce n'était qu'une mise en scène, et un cadre avec une photo de moi. Je pouvais dire que la photo avait été prise quelques jours plus tôt. Mon copain était à côté de moi, mais il avait été coupé de la photo. Le cadre était brisé et la boîte était remplie d'éclats de verre. Il y en avait clairement plus que ce qui aurait pu tomber du cadre. Ils avaient été intentionnellement placés dans les journaux froissés qui remplissaient la boîte. J'ai immédiatement appelé la police et leur ai donné la boîte. Cette fois, ils étaient beaucoup plus préoccupés et m'ont dit qu'ils enverraient de plus fréquemment des patrouilles autour de chez moi. Il n'a plus donné signe de vie pendant environ 1 semaine et demie, mais il y a 8 jours, ça a recommencé. J'ai trouvé des lettres dans ma boîte aux lettres où il écrivait qu'il avait perdu son temps avec moi, que je n'avais pas apprécié ses efforts et qu'il s'était trompé en pensant que j'étais spécial. Il y a 5 jours, en sortant de mon appartement le matin, j'ai entendu un bruit de craquement en marchant sur mon paillasson. Il avait mis du verre brisé en dessous pendant la nuit.
J'étais pressé d'aller travailler, alors j'ai décidé de demander à mon copain d'appeler la police. Mais en arrivant à ma voiture, j'ai découvert qu'elle avait aussi été vandalisée. Les phares étaient brisés, et il y avait une phrase peinte sur le pare-brise disant « C'est bientôt l'heure », suivie de mon prénom et de mon nom. Je suis retourné chez moi pour appeler moi-même la police. Ils ont trouvé la même phrase sur une note sous le paillasson. Cette fois, ils m'ont prise très au sérieux. À ce stade, j'étais furieuse, et je l'ai clairement fait comprendre. Si vous êtes comme moi, et que vous êtes trop têtu pour avoir peur d'un harceleur, même face à tout cela, les lettres, les cadeaux, les photos et même le verre sous mon paillasson sont plus agaçants qu'autre chose. Mais cette fois, ma voiture était inutilisable, et cette menace m'a vraiment effrayé. Cependant, j'avais une dashcam dans ma voiture, et elle avait tout enregistré. La police a pris les enregistrements comme preuve, bien que la qualité de l'image ne soit pas très bonne. J'avais déjà donné des photos de lui, tout aussi claires, mais ça n'avait pas suffi. Ils m'ont dit qu'ils enquêteraient davantage et m'ont promis d'envoyer plus de patrouilles. Ensuite, tout a été calme pendant 2 jours, jusqu'à ce que, il y a 2 jours, quelqu'un sonne à la porte vers 4 heures du matin. Mon copain et moi nous sommes réveillés, mais nous hésitions à répondre. J'ai vu des lumières bleues dehors et juste au moment où je me levais, j'ai entendu des voix crier « C'est la police, ouvrez la porte !» Ils nous ont dit qu'un de nos voisins de l'étage inférieur, rentré de son quart de nuit environ 1 heure plus tôt, avait entendu quelqu'un entrer dans l'immeuble juste après lui, avant que la porte d'entrée ne se referme complètement. Mes voisins connaissent ma situation, et je leur ai demandé de ne laisser entrer aucun étranger dans l'immeuble. Ce voisin était ensuite rentré chez lui et avait regardé par le Judas. Il a attendu pour voir si les lumières automatiques dans l'escalier s'allumaient à nouveau, et elles l'ont fait. Il a vu un homme d'âge moyen monter les escaliers. À part nous, il n'y avait qu'une mère célibataire avec 3 enfants vivant au-dessus, et elle n'attendait probablement pas de visiteurs à 3 heures du matin. Ils sont montés et ont trouvé mon harceleur à un demi-étage au-dessus de chez moi, dans les escaliers. Il aurait dû voir la voiture de police, puisqu'il y a une petite fenêtre à cet endroit, mais soit il ne l'a pas vue, soit il voulait se faire attraper. Ils ont trouvé un couteau de poche sur lui, et il a immédiatement avoué être mon harceleur. Ils l'ont enfin attrapé. Il a fallu 4 ans, un post provocateur sur Reddit, et un voisin très vigilant et bienveillant. Mais c'est enfin fini. Pour l'instant au moins, il fait face à plusieurs accusations, et j'ai rassemblé toutes les preuves accumulées au cours de ces 4 années. Je ne sais pas à quoi m'attendre en termes de verdict, mais pour l'instant j'ai enfin un peu de paix. J'ai longtemps hésité avant de partager cette histoire, car je sais à quel point la confiance mutuelle entre un locataire et son propriétaire, ou le personnel de maintenance, est importante. Je ne veux pas semer une méfiance inutile envers qui que ce soit. J'ai déjà raconté des histoires sur des résidents dangereux ou effrayants que j'ai rencontrés en travaillant dans des complexes d'appartements, mais cette fois, il s'agit de mon expérience en tant que locataire. Avant même d'avoir obtenu mon diplôme de lycée, je savais que je voulais habiter aux appartements du paradis. J'étais un peu naïve à l'époque, attiré par les nombreuses commodités que je n'allais probablement jamais utiliser, mais surtout parce que le complexe acceptait les animaux et que c'était dans mon budget. Quand le moment est venu d'avoir mon propre appartement, j'ai pris le seul logement disponible et j'ai emménagé. Malheureusement, je me suis vite rendu compte que l'appartement n'était pas aussi bien que je l'avais imaginé. Le bâtiment était vieux, même s'il avait été rénové, donc il y avait les problèmes habituels de plomberie et les murs étaient fins. J'ai également découvert que ce n'était pas le quartier le plus sûr. J'étais principalement étudiante en ligne, mais j'avais un cours en présentiel 2 fois par semaine, à 8 heures du matin. Je suis une personne casanière, donc je sortais rarement pendant la journée, sauf pour ce cours, quelques courses occasionnelles, ou pour passer du temps avec mon copain le soir, après son travail. Mon appartement, bien que petit, avait un côté triangle des Bermudes. Même si je vivais seul dans un espace de 55 mètres carrés, il y avait des choses qui semblaient disparaître mystérieusement. J'avais 2 chatons à l'époque, et je les accusais souvent de faire disparaître des objets. Quelque chose d'étrange se produisait néanmoins de manière récurrente. Je retrouvais souvent ma boîte à sous-vêtements sortie et posée au milieu de la chambre,
les jours où j'avais cours. Je n'avais pas de vraie commode, mais une étagère Ikea avec des boîtes pour ranger les vêtements comme les chaussettes, les sous-vêtements, les pantalons et les pyjamas. J'étais pourtant persuadé de toujours ranger la boîte après m'être préparé, mais je me disais que j'avais dû oublier à cause des matinées pressées où mon esprit était concentré sur le fait de ne pas être en retard. Peu à peu, j'ai commencé à me demander si certains de mes vêtements ne disparaissaient pas également. Mes articles préférés semblaient ne jamais revenir du panier à linge une fois lavés. Vers la fin de ce semestre, une soirée, je travaillais sur un devoir lorsque mon copain m'a appelé pour me dire que son colocataire l'avait accidentellement enfermé dehors. J'avais une clé de leur appartement, alors il m'a demandé si je pouvais passer rapidement pour l'aider. Avant de partir, j'ai remarqué que j'avais littéralement laissé toutes les lumières allumées dans mon appartement. Je faisais toujours attention à éteindre les lumières à cause de mon budget serré, mais mon copain habitait à 5 minutes, alors je savais que je serais de retour très vite. Je suis rentré moins de 15 minutes plus tard, mais quelque chose me paraissait étrange en voyant que toutes les lumières étaient éteintes. J'ai appelé mon copain pour qu'il me rejoigne, et nous avons déverrouillé la porte ensemble. À l'intérieur, toutes les lumières étaient éteintes. Pensant à une coupure de courant, j'ai actionné l'interrupteur principal et la lumière s'est allumée. Mon copain a inspecté tout l'appartement, mais personne ne s'y trouvait. Cependant, quelqu'un avait éteint systématiquement toutes les lumières, y compris la lampe chauffante de mon lézard, qui était toujours allumée car reliée à une minuterie, ainsi que mon ordinateur portable, que j'avais laissé ouvert sur mon devoir. Il était maintenant éteint et refermé. J'ai immédiatement appelé le service d'entretien d'urgence, expliquant que quelqu'un était entré chez moi en utilisant une clé, car il n'y avait aucun signe d'effraction. Le responsable m'a rappelé, affirmant que j'imaginais des choses, que j'avais probablement éteint les lumières avant de partir. Je lui ai assuré que je n'aurais jamais éteint la lampe du lézard ni l'ordinateur. J'étais inquiète, car cette personne avait forcément une clé. Soit elle travaillait pour le complexe, soit il s'agissait peut-être d'un ancien locataire. J'ai demandé si les serrures avaient été changées après le départ du précédent occupant, et ils m'ont affirmé que c'était bien le cas. Le responsable a suggéré qu'il s'agissait peut-être d'une blague d'un ami, ou que quelqu'un aurait pu obtenir une copie de la clé. Les seules personnes à qui j'avais donné une clé étaient mon copain et ma mère, qui habitaient à 3 heures de route. Dans tous les cas, aucun d'eux ne m'aurait fait une blague de ce genre. Le responsable a finalement accepté d'envoyer quelqu'un pour changer la serrure afin de me rassurer. Je leur ai aussi fait part de mes soupçons concernant un membre du personnel, puisque ce sont les seuls avec moi à posséder une clé. Le responsable m'a dit que les clés étaient conservées dans un coffre spécial nécessitant un code personnalisé pour savoir qui les avait utilisées, à quel moment et pour quel appartement. De plus, il y avait des caméras dans le bureau où elles étaient stockées. Ils ont changé la serrure, mais j'avais des doutes sur l'efficacité de la mesure. À ma connaissance, seuls 2 agents d'entretien travaillaient dans le complexe. L'un était un homme plus âgé, plutôt sympathique, mais pas très doué. L'autre était un jeune homme avec une barbe négligée qui me donnait une mauvaise impression. J'ai tout de suite pensé qu'il devait être celui qui entrait chez moi. Quand j'ai emménagé, le responsable m'avait dit que j'aurais un nouveau plan de travail dans la cuisine dans les 3 premiers jours. J'ai donc attendu avant de ranger mes affaires de cuisine, mais après une semaine, personne n'était venu. Après quelques mois, j'avais complètement oublié. Un jour, alors que je regardais la télévision dans mon salon, le jeune homme négligé de la maintenance est entré sans frapper ni se présenter. Je n'avais reçu aucun avis indiquant sa venue. Il m'a dit qu'il venait remplacer mon plan de travail. Il lui a fallu 2 jours pour installer une seule petite pièce de comptoir. Quelques semaines plus tard, en sortant de la douche, j'ai entendu un coup frapper à la porte. J'ai crié « 1 minute !» et suis allé chercher des vêtements. À peine 2 secondes plus tard, la porte a commencé à s'ouvrir. J'ai dû la refermer rapidement, encore enroulée dans ma serviette pour l'empêcher d'entrer. Il a prétendu ne pas m'avoir entendu, mais j'avais de sérieux doutes. Je ne me souviens plus de la raison qu'il avait invoquée pour être venu, mais une autre fois j'ai trouvé un mot de sa part disant qu'il était encore venu, sans donner de raison, mais qu'il avait fait attention à ne pas laisser sortir mes chats. Il avait également mentionné un 3e chat, qu'il trouvait mignon, alors que je n'en avais que 2. Cependant,
J'avais une photo de mon chat d'enfance dans ma chambre, sur l'étagère Ikea, où je rangeais mes vêtements. C'est à ce moment-là que je suis allé au bureau pour leur demander de noter dans mon dossier que je voulais, premièrement, être prévenu au moins 24 heures à l'avance de toute visite, et deuxièmement, être présente à chaque entrée dans l'appartement. À présent, je n'avais plus aucun doute. Quelqu'un entrait secrètement chez moi. Tout devenait clair. Ce n'était pas longtemps après que les visites d'entretien surprises avaient cessé que les objets avaient commencé à bouger. Il était souvent sur place et tout le personnel habitait également dans le complexe. Il savait donc quand je partais et revenais. Qui sait combien de fois il était entré en cachette, combien de petits objets souvenirs il avait pris. Il aurait même pu entrer pendant que je dormais. Même après l'incident des lumières, j'ai installé mon propre verrou, mais je n'avais toujours pas totalement confiance en cet appartement. Peu de temps après, avec l'aide de mes parents, j'ai acheté un condo. J'ai sous-loué mon appartement et déménagé. À la même époque, j'ai aussi décroché mon premier emploi dans un autre complexe d'appartements. Dans mes derniers jours avant de partir, ma mère est venue m'aider à emballer mes affaires. Pendant que j'étais en cours, elle a surpris l'agent de maintenance négligé en train d'essayer d'utiliser une clé dans ma serrure. Elle lui a demandé ce qu'il faisait là, et il a dit qu'il venait peindre la porte d'entrée. Cependant, je n'avais reçu aucun avis de sa visite, et il n'avait ni peinture ni matériel avec lui. Ma mère lui a dit d'attendre que je sois parti pour faire ce travail. Quelques années plus tard, j'ai croisé le propriétaire des appartements du Paradis alors que je travaillais dans un autre complexe, les appartements OK. Il se trouvait là pour ce qu'on appelle du chopping, une pratique où un employé d'un autre complexe fait une visite en se faisant passer pour un potentiel locataire, dans le but de recueillir des informations que l'on n'obtiendrait pas autrement. C'est aussi utilisé par la direction pour vérifier que vous faites bien votre travail. Pendant la visite, il m'a demandé si j'avais une opinion sur d'autres complexes dans la ville, et il a mentionné les appartements du Paradis. Normalement, je ne dis jamais de mal des autres complexes, je préfère attirer les gens en vantant les aspects positifs de notre communauté. Mais je lui ai dit que je n'étais probablement pas la meilleure personne pour répondre à cette question, car j'étais probablement la seule à avoir laissé un mauvais avis sur le Paradis ces 5 dernières années. Il m'a demandé de préciser, et je lui ai expliqué que mon appartement avait été cambriolé et que je soupçonnais quelqu'un du personnel de maintenance. C'est alors qu'il m'a révélé qu'il était le propriétaire du complexe Paradis, et il était profondément troublé d'entendre mon histoire. Il m'a demandé de décrire l'homme en question, et bien que j'ai tourné la page, il a insisté pour appeler le gestionnaire du complexe, qui était toujours la même personne, et lui a demandé, par téléphone haut-parleur, s'il y avait eu des problèmes avec le personnel de maintenance à l'époque où j'habitais là. Le gestionnaire a confirmé qu'il y avait bien eu un jeune agent d'entretien négligé qu'il avait dû renvoyer, car il avait été surpris plusieurs fois en train de pénétrer dans les appartements de femmes seules. Rassuré, le propriétaire m'a demandé si je serais prête à modifier mon avis, ce que j'ai refusé, car cela n'effaçait en rien ce que j'avais vécu. Toutefois, j'étais heureuse que mes soupçons aient été confirmés. Dans les années qui ont suivi, en tant qu'agente de location, j'ai appris beaucoup de choses sur les moyens par lesquels les complexes d'appartements essaient de gagner du temps et de l'argent. D'après mon expérience, beaucoup de complexes ne changent pas les serrures si le locataire a été bon. Beaucoup ne demandent même pas de vérification de casier judiciaire pour les employés, alors qu'ils en exigent pour les locataires. Les clés sont souvent distribuées sans contrôle aux vendeurs et au personnel d'entretien lors des changements de locataires. Et les employés ont fréquemment des passe-partout qui ouvrent toutes les portes. Je ne dis pas que tous les complexes fonctionnent ainsi, mais chaque complexe dans lequel j'ai travaillé agissait de la sorte lorsque j'ai commencé. À cause de ma propre expérience, lorsque je suis devenu gestionnaire d'un complexe, j'ai mis en place des règles strictes concernant le changement de serrure, la gestion des clés, l'affichage des avis appropriés et les vérifications des antécédents pour tous les employés et locataires. Du moins ici, au Québec, ces procédures sont cruciales. Cela dit, si vous louez un appartement, restez vigilant. Si vous pensez que quelqu'un pénètre chez vous, documentez-le et prévenez le personnel, la police ou vos amis et votre famille. On ne sait jamais qui peut avoir une clé de votre appartement.